La pièce était plongée dans la pénombre. Il était 1h30 et 1 du matin, le 13 janvier 2021, lorsque Lisa Montgomery a été déclarée morte. Sa respiration s'est arrêtée. Le produit létal a parcouru son corps, et l'État de l'Indiana a refermé un chapitre qui avait bouleversé le pays. Lisa fut la première femme en près de 70 ans à recevoir ce genre de sentence au niveau fédéral aux États-Unis. Ce fait, à lui seul, a marqué une étape sombre dans l'histoire judiciaire de la nation. Mais qui était-elle avant les gros titres? Pourquoi a-t-elle fait ce qu'elle a fait? Et que nous dit son histoire sur les failles du système qui l'a laissé tomber? Ce n'est pas seulement un cas criminel. C'est une histoire d'abandon, de maladie mentale non traitée, de décisions extrêmes prises par un esprit brisé. C'est aussi l'histoire d'une victime qui, dans un retournement tragique, est devenue bourreau. Ici, nous n'allons rien justifier, mais nous allons comprendre. Car, comme vous le verrez, la vie de Lisa Montgomery fut une toile complexe de douleur et de négligence, culminant dans un acte d'horreur incompréhensible pour beaucoup, mais qui, examiné de près, révèle de profondes blessures humaines. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé, il faut remonter dans le temps, jusqu'à une petite ville tranquille qui s'est soudain retrouvée plongée dans un cauchemar. Skidmore, Missouri. 16 décembre 2004. Bobby Jo Stinnett, 23 ans, était chez elle, attendant la visite d'une femme avec qui elle avait discuté sur Internet. Bobby Jo, une jeune femme pleine de vie et de rêves, était enceinte de 8 mois et demi et débordait d'enthousiasme à l'idée de partager son expérience avec une autre passionnée des terriers ratiers, sa grande passion. Le rendez-vous était fixé pour ce jour-là. L'attente était presque palpable dans l'air. Mais ce que Bobby Jo ignorait, c'est que cette femme, qu'elle considérait comme une amie ou cliente potentielle, avait un tout autre plan, macabre et méticuleusement orchestré, qui allait bouleverser sa vie et celle de beaucoup d'autres, pour toujours. Lisa Montgomery avait contacté Bobby Jo en se faisant passer pour Darlene Fisher sur des forums d'éleveurs de chiens. Elle avait simulé un intérêt sincère pour l'achat d'un chien, une façade de normalité cachant une noirceur grandissante. Mais derrière ce message innocent, il y avait des semaines, peut-être des mois de préparation. Lisa n'a pas agi sur un coup de tête. Chaque étape a été calculée. Elle avait étudié sa victime, son domicile, ses habitudes. Elle savait à quel moment Bobby Jo serait la plus vulnérable, seule, immergée dans la tranquillité de son foyer. Cette préméditation est un détail glaçant, car elle prouve que l'acte n'a pas été une explosion de folie incontrôlée, mais l'aboutissement d'un plan troublant. Aux alentours de midi, Lisa est arrivée à la maison. L'atmosphère apparemment normale n'a pas duré. Quelques minutes seulement se sont écoulées avant que la violence ne s'empare des lieux. La scène découverte par les experts médico-légaux était épouvantable, une image qui hantera les enquêteurs pendant des années. Bobby Jo a été étranglé jusqu'à l'inconscience. Un acte brutal qui l'a laissé sans défense. Ensuite, avec un sang-froid terrifiant, Lisa a utilisé un couteau de cuisine pour pratiquer une césarienne improvisée et brutale. Elle a extrait le bébé, une petite fille, et s'est enfuie avec elle dans les bras, laissant la jeune mère baignant dans son sang sur le sol. Comment un esprit humain peut-il concevoir et accomplir une telle horreur? Cette question a hanté tous les esprits. Lorsque le mari de Bobby Jo est arrivé peu après, ce qu'il a trouvé fut le début de son propre cauchemar. Le corps de son épouse était là. Elle respirait encore. Un souffle de vie qui s'accrochait. Un dernier soupir d'espoir prêt à s'éteindre. Mais pas pour longtemps. Bobby est morte peu après, et la nouvelle est devenue nationale en quelques heures. L'histoire de la jeune femme enceinte, la cruauté du crime et l'enlèvement du bébé ont captivé l'attention et l'indignation du pays entier. La recherche de la petite fille et de sa ravisseuse est devenue une priorité nationale, mobilisant les autorités et maintenant la population en haleine. Pendant que la police lançait la recherche frénétique, Lisa Montgomery était à des centaines de kilomètres, à Malvern, Kansas. Un petit village, ignorant tout du drame qu'elle avait déclenché. Là-bas, elle est arrivée chez elle et a présenté le bébé comme sa propre fille. Un mensonge élaboré avec une audace qui a déconcerté tout le monde. Elle a même appelé des membres de sa famille pour leur montrer la petite, cherchant peut-être à valider sa propre illusion
ou tout simplement à dissimuler la vérité sous une apparente normalité. Personne ne soupçonnait rien au début. Le bonheur et le soulagement d'une nouvelle mère paraissaient sincères aux yeux de son entourage. Mais les agents du FBI étaient déjà sur sa trace. La technologie, bien que balbutiante à certains égards à l'époque, est devenue un outil crucial. Grâce aux messages en ligne, à l'empreinte numérique laissée par Lisa, ils ont pu remonter jusqu'à elle et à Bobby Joe. Le faux profil, l'échange d'emails, l'adresse IP. Chaque indice numérique pointait inexorablement vers Lisa. Le filet se resserrait lentement mais sûrement. L'enquête témoignait de la persévérance des forces de l'ordre, qui ont travaillé sans relâche pour démêler la supercherie et traduire la responsable en justice. Le lendemain, des agents fédéraux sont arrivés chez elle. Le point culminant de la traque. Ils l'y ont trouvé, bébé dans les bras. Le contraste entre la chaleur de l'étreinte maternelle factice et la froide réalité des accusations à venir était brutal. Lisa n'a opposé aucune résistance. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Sa réaction était troublante, un silence qui en disait long. Elle a remis le bébé sans vraiment comprendre que son monde venait de s'effondrer. C'était comme si une partie d'elle était absente, déjà détachée de la réalité qui l'entourait. Ce moment a marqué la fin de son fantasme et le début de sa longue descente dans le système judiciaire. La petite fille a été rendue à sa famille biologique, saine et sauve. Un rayon de lumière dans l'obscurité, un miracle qui a apaisé une part de la douleur. Les embrassades et les larmes de soulagement de la famille Stinnett ont ému la nation. Mais rien ne pouvait réparer le vide laissé par Bobby Joe. La joie de retrouver l'enfant était teintée d'une immense tristesse. Et rien ne pouvait préparer Lisa à ce qui allait suivre. Car si le bébé avait été sauvé, le destin de Lisa Montgomery était déjà scellé par les conséquences de ses actes, et le chemin vers la justice serait long et tortueux, plein de complexités qui défieraient la compréhension du public. Lisa Montgomery a été accusée d'enlèvement ayant entraîné la mort, un crime fédéral, et son procès a débuté en 2007. Ce ne serait pas un procès ordinaire. Il est devenu le théâtre d'un débat non seulement sur les faits du crime, mais aussi sur la relation complexe entre culpabilité et santé mentale. Dès le départ, sa défense a plaidé qu'elle souffrait de graves maladies mentales, dont une psychose dissociative. Les avocats de la défense ont dressé le portrait d'une femme profondément troublée, victime de circonstances qui l'avaient poussée aux confins de la raison. Des preuves de ces abus subis dans l'enfance ont également été présentées. Un historique de traumatisme remontant à l'enfance, des lésions cérébrales et une longue histoire de souffrances non traitées. On a évoqué un schéma d'abus sexuels et physiques qui avait commencé très tôt et qui avait perduré durant une grande partie de sa vie, une vie marquée par la violence et le désarroi. La défense cherchait à démontrer que Lisa n'était pas simplement une criminelle, mais une personne dont le développement et la stabilité mentale avaient été irréversiblement abîmés par des années de souffrance. Ces arguments, aussi puissants soient-ils pour tenter d'humaniser l'accusé, se heurtaient à la dureté des preuves du crime. Mais le jury n'a pas été ému. La brutalité de l'acte, la préméditation évidente et la nature choquante de l'enlèvement du bébé ont éclipsé, pour beaucoup, toute considération sur l'état mental de l'accusé. Le ministère public, quant à lui, a adopté une stratégie directe et implacable. Ils ont présenté des images explicites du crime, détaillant la scène et la souffrance de Bobby Joe. Ils ont souligné la préméditation et la minutie de l'acte, argumentant que Lisa avait étudié sa victime, planifié leur rencontre et exécuté le crime avec un sang-froid calculé. Ils ont affirmé que Lisa savait ce qu'elle faisait, qu'elle n'était pas déconnectée de la réalité et qu'elle avait planifié soigneusement chaque étape. Pour l'accusation, la sophistication de la tromperie et la brutalité de l'attaque prouvèrent que Lisa avait pleinement conscience de ses actes et de leurs conséquences. Dans leur argumentation, la douleur et la dévastation de la famille de Bobby Joe étaient au centre du récit, cherchant la justice pour le crime atroce qui avait été commis. Elle a été reconnue coupable et condamnée à mort. La décision a retenti dans tout le pays. Et pour beaucoup, ce fut un verdict juste, le résultat d'un système cherchant à équilibrer la balance de la justice. Pour d'autres, cependant, le verdict a soulevé de graves questions sur la capacité du système à gérer la complexité de la maladie mentale dans le contexte des crimes capitaux. La peine de mort n'a pas clos le débat, mais l'a plutôt intensifié, marquant le début d'une nouvelle et longue bataille juridique.
Lisa a passé plus de 13 ans dans le couloir de la mort au Federal Medical Center de Carswell, au Texas. Un lieu où le temps semble s'arrêter et où la réalité de la peine capitale plane sur chaque instant. Au cours de ces années, sa santé mentale s'est continuellement détériorée, un processus qui, pour ses défenseurs, constituait une preuve irréfutable de son inaptitude à être exécutée. Elle parlait souvent seule pendant des heures ou écrivait des lettres avec des messages incohérents et apparemment dénués de sens. C'était le reflet d'un esprit se délitant lentement, prisonnier d'un labyrinthe de pensées confuses et de perceptions déformées. Elle a été diagnostiquée à plusieurs reprises par des experts indépendants comme incapable de comprendre la réalité. Plusieurs psychiatres et psychologues ont évalué son état, et leurs rapports concordaient. Lisa était profondément malade. Sa capacité à comprendre la raison de son incarcération et l'imminence de son exécution était limitée, voire inexistante. Sa souffrance mentale était palpable pour ceux qui interagissaient avec elle, et elle est devenue le point central de la lutte acharnée de ses avocats pour lui sauver la vie. Ses avocats ont demandé une révision de l'affaire et une grâce présidentielle, précisément en raison de son état mental. Ils ont présenté des arguments convaincants sur l'impact de son traumatisme infantile et la progression de sa maladie mentale. À plusieurs reprises, des psychiatres ont affirmé que Lisa ne comprenait pas qu'elle allait être exécutée, ni pourquoi. Pour eux, exécuter une personne dans un tel état n'était pas seulement cruel, mais aussi une violation de principes éthiques et juridiques fondamentaux. Ils soutenaient que le but de la peine capitale ne pouvait être atteint si la condamnée ne comprenait pas la nature de sa sanction. La défense a insisté avec véhémence. Nous ne demandons pas l'impunité. Nous disons seulement qu'elle est trop brisée pour être exécutée. Cette phrase est devenue un cri de ralliement pour ceux qui s'opposaient à son exécution, encapsulant la complexité morale du dossier. Ils ne cherchaient pas à l'exonérer du crime, mais affirmaient que son état mental la rendait inéligible à la peine de mort. Mais les tribunaux ont rejeté chaque appel, encore et encore. Malgré les diagnostics et les supplications, les décisions judiciaires ont confirmé la sentence initiale. Le système judiciaire, dans son interprétation, a estimé qu'en dépit de ses problèmes mentaux, Lisa Montgomery restait responsable de ses actes et méritait donc la peine maximale. La justice, dans ce cas, penchait du côté de la rétribution, mettant de côté les considérations sur la vulnérabilité et la maladie. Ainsi, le compte à rebours vers le dernier jour de Lisa Montgomery a continué sa marche implacable. 12 janvier 2021. Prison fédérale de Terre Haute, Indiana. Le décor était planté pour un événement qui entrerait dans l'histoire. Après une série de recours de dernière minute, qui se sont prolongés jusqu'aux abords de minuit, la Cour suprême des États-Unis a donné son feu vert à l'exécution de Lisa Montgomery. L'horloge marquait 23 heures la veille de sa mort. Malgré les efforts juridiques désespérés, malgré les supplications de clémence et les arguments concernant sa santé mentale, la machine de la peine capitale était déjà lancée, inexorable, implacable. Lisa a été transférée dans la salle d'exécution quelques heures avant l'injection. L'atmosphère était froide, clinique, impersonnelle. Chaque détail, chaque objet de la pièce était conçu pour l'efficacité et la solennité d'un processus irréversible. Les gardiens parlaient peu. Le silence était lourd dans l'air, seulement brisé par les bruits métalliques des portes et des pas feutrés. Ils savaient que, cette nuit-là, ils allaient marquer l'histoire. Ils allaient exécuter la première femme depuis près de 70 ans sous juridiction fédérale. Un fait qui allait non seulement créer un précédent, mais aussi raviver le débat sur la peine de mort aux États-Unis. Son dernier repas? Un classique du Sud. Poulet frit, purée de pommes de terre avec sauce, petit pain sucré et un Coca-Cola. Un choix apparemment ordinaire, presque banal, en contraste avec le destin extraordinaire qui l'attendait. Elle a peu mangé. Elle n'a rien dit. La scène était désolante dans sa simplicité. Certains rapports indiquent qu'elle ne semblait même pas pleinement consciente d'où elle se trouvait, ni de la signification de ses derniers instants. Son regard perdu, son manque apparent d'intérêt pour la nourriture, tout laissait penser à un esprit déjà parti ailleurs. Contrairement à d'autres condamnés, Lisa n'a pas prononcé de dernier mot. Elle n'a pas crié, n'a pas demandé pardon, n'a pas proclamé son innocence. Elle est simplement restée silencieuse.
un silence assourdissant qui est devenu sa dernière déclaration, ou peut-être l'absence de toute déclaration capable d'exprimer le labyrinthe de son esprit. Selon les témoins présents, son visage n'exprimait ni peur ni paix. Il n'y avait ni larmes, ni signe de repentir. Seulement un immense vide. Comme si son esprit avait quitté ce corps bien avant que l'injection létale n'atteigne son cœur. Une métaphore sombre d'une vie marquée par la déconnexion et la douleur. À 1h31 du matin, elle a été déclarée morte. Elle avait 52 ans. Sa vie, un cycle d'abus, de traumatisme et d'un acte d'horreur, s'est achevée dans le calme de la salle d'exécution, laissant derrière elle un héritage de questions sans réponse et un débat persistant sur la véritable justice. L'exécution de Lisa Montgomery a déclenché une tempête d'opinion dans tout le pays et au-delà. Ce n'était pas un simple acte judiciaire. C'était un catalyseur pour un débat national sur la moralité de la peine de mort, en particulier lorsque l'on parle d'individus au passé aussi documentés de troubles mentaux et de traumatismes. Les organisations de défense des droits de l'homme, des psychiatres, des militants et même des juges à la retraite ont protesté contre la décision de procéder à l'exécution. Leurs voix se sont élevées dans un chœur d'indignation et d'inquiétude, dénonçant ce qu'ils considéraient comme une profonde faille du système. Ils affirmèrent que Lisa était mentalement inapte, qu'elle avait été victime de décennies de violences systématiques et que sa punition représentait un échec du système, non son triomphe. Pour eux, exécuter une personne dans son état était un acte cruel et inhumain. Une démonstration de l'incapacité du système à reconnaître la complexité de l'esprit humain et l'impact dévastateur des traumatismes. Ils estimaient que la société avait une responsabilité morale de protéger les plus vulnérables, même si leurs actes avaient été répréhensibles. L'exécution de Lisa, dans cette perspective, n'était pas la justice, mais une continuation du cycle de violence qui avait marqué sa vie. Même le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture est intervenu, demandant la clémence pour des raisons humanitaires. L'inquiétude a dépassé les frontières des États-Unis, devenant un enjeu de droits humains à l'échelle internationale. La communauté mondiale observait de près, et la décision de procéder à l'exécution a été critiquée par beaucoup comme une régression dans le traitement des droits des prisonniers. Mais d'autres, y compris des membres de la famille de la victime, ont insisté sur le fait que la gravité du crime ne pouvait rester sans la peine maximale. La douleur de la famille de Bobby Joe Stinnett était immense et indéniable, et pour eux, l'exécution de Lisa Montgomery était la seule façon d'obtenir une certaine forme de justice. Ils affirmaient que Bobby Joe aussi avait été victime d'un système qui ne l'avait pas protégé, et que sa fille avait été arrachée du ventre de sa mère dans un acte de cruauté inimaginable. Pour la famille, pardonner à Lisa, c'était oublier Bobby. Une idée insupportable. Leur point de vue était centré sur la victime, sur la souffrance infligée et sur la nécessité que la responsable rende des comptes de la manière la plus sévère possible. Le pays était divisé, et dans cet abîme juridique et moral, une femme brisée fut exécutée sans même comprendre pleinement pourquoi. Cette division des opinions a illustré la profonde fracture de la société américaine sur la manière de concilier la rétribution avec la compréhension des troubles mentaux et du traumatisme. Lisa Montgomery n'était pas un monstre au sens unidimensionnel du terme. Elle n'était pas non plus une héroïne. C'était une femme qui incarnait le pire de ce qu'une société peut laisser vivre à quelqu'un dès l'enfance. Abus, abandon, maladie, oubli. Sa vie fut une succession de tragédies accumulées. Une spirale descendante commencée dès l'enfance et qui n'a jamais trouvé une main pour l'arrêter. Les rapports sur sa jeunesse révèlent une horreur après l'autre. Abus physiques et sexuels systématiques de la part de figures d'autorité et de membres de la famille, une enfance privée d'innocence et de sécurité et une adolescence marquée par la dissociation et l'instabilité. Ces facteurs ne sont pas des excuses, mais ils sont essentiels pour comprendre l'esprit qui a fini par commettre un crime aussi atroce. Cela ne justifie pas le crime. Il est impératif de préciser que le mal causé à Bobby Joe Stinnett et à sa famille est incalculable et que l'acte de Lisa Montgomery est inexcusable d'un point de vue moral et légal. Cependant, cela nous oblige à nous demander « Combien de Lisa attendent encore ?» Cette question résonne longtemps après la disparition des gros titres. Elle nous interpelle à regarder au-delà de l'acte criminel et à examiner les racines du comportement humain. Que faisons-nous de ceux qui commettent des atrocités?
mais qui ont été victimes d'encore pire avant même de savoir parler. C'est une paradoxale déchirante. La victimisation précoce peut, dans les cas extrêmes, conduire à la perpétration d'actes violents. Est-il juste d'exécuter quelqu'un qui a déjà été tué émotionnellement depuis l'enfance? C'est là toute l'essence du débat éthique et moral autour du cas de Lisa Montgomery. Si la fonction de la justice est aussi la réhabilitation, ou du moins la compréhension, comment s'accorde-t-elle avec l'exécution de quelqu'un qui, en raison d'un traumatisme grave et d'une maladie mentale non traitée, n'est pas capable de comprendre pleinement la portée de sa punition? Est-ce la justice ou la vengeance? La frontière entre ces deux notions devient floue dans des cas aussi complexes. Pour certains, l'exécution fut l'aboutissement d'un processus judiciaire nécessaire pour punir un crime odieux. Pour d'autres, ce fut un acte de vengeance sociale, une façon de refermer un chapitre sans s'attaquer aux causes profondes de la tragédie. La réponse à cette question varie profondément selon les croyances individuelles et la compréhension du rôle de la justice dans une société. L'affaire Lisa Montgomery n'est pas un cas de plus. C'est une fissure ouverte dans le mur de la justice américaine, une faille qui révèle les tensions entre la loi, la morale et la compréhension de la condition humaine. Elle raconte l'histoire d'une femme dont le crime fut atroce, un acte qui a laissé une cicatrice indélébile sur une famille et bouleversé une nation. Mais elle raconte aussi une vie entière, un cri d'aide que personne n'a voulu entendre. Dès son enfance, Lisa a été victime d'un système qui ne l'a pas protégée, d'une société qui a échoué à reconnaître et à traiter ses blessures profondes. Et tandis que le monde continue de tourner, tandis que les gros titres disparaissent et que les réseaux sociaux oublient, une vérité demeure, suspendue dans l'air, une leçon douloureuse à ne pas oublier. La peine de mort n'exécute pas toujours des coupables au sens le plus strict du terme. Parfois, et ce cas en est un exemple éloquent, elle ne fait que terminer ce que le traumatisme a commencé. L'exécution de Lisa Montgomery, une femme dont le trouble mental était si profond que sa propre perception de la réalité était sujette à caution, nous oblige à regarder au-delà de la surface du crime et à considérer le labyrinthe des facteurs qui peuvent pousser un individu à commettre des actes incompréhensibles. C'est un appel à la réflexion sur la nécessité d'un système de justice plus compatissant, mieux informé sur la santé mentale et plus proactif dans la prévention des traumatismes dès l'enfance. Car, au final, l'histoire de Lisa Montgomery est un rappel sombre que le vrai coût de la négligence sociale peut être dévastateur et que les blessures non traitées peuvent, dans leur part la plus sombre, se manifester de la manière la plus destructrice qui soit. Quelles autres histoires de crimes complexes et de leurs origines devraient, selon vous, être explorées avec une telle profondeur, afin de comprendre non seulement le quoi, mais aussi le pourquoi?